teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Salut tout le monde et bienvenue sur la nouvelle chronique de Fox Connections, les anecdotes qui aura pour but de vous faire patienter entre nos critiques et de vous faire découvrir si possible des faits surprenants et originaux concernant vos séries, films, acteurs et réalisateurs favoris. A l'occasion de cette première, j'ai décidé de m'attaquer à l'un des cinéastes américains les plus populaires depuis les années 90, Quentin Tarantino. Et si vous ne le remettez pas de visu, vous connaissez obligatoirement au moins l'un de ses films, comptons parmi lesquels Reservoir Dogs, Pulp Fiction, qui lui a d'ailleurs valu une Palme d'Or en 1994, Jackie Brown, Kill Bill volume 1 et 2, Boulevard de la Mort, Inglourious Basterds, Django Unchained et plus récemment The Hateful Eight. Pour résumer dans les grandes lignes le cinéma tarantinesque, ces films se réapproprient avec un côté décalé et parfois complètement what the fuck les codes de genre cultissimes tels que le western, le film de gangster, les films d'arts martiaux asiatiques, le road movie ou encore la blaxploitation. Alors autant vous dire que ce mec possède un level de culture cinématographique presque indétrônable. Et c'est un peu pour cette raison que je voulais vous parler de ce réalisateur, parce que vous vous doutez bien que la progression vers le sommet de la chaîne alimentaire hollywoodienne de ce grand gamin né à Knoxville, Tennessee et parti de rien ne s'est pas faite sans embûches. Intéressons-nous d'abord aux anecdotes concernant la vie de Quentin Tarantino, et nous nous pencherons ensuite sur des faits surprenants s'étant produits lors du tournage de ses différents films. Allez, on commence avec un fait pour le moins original. Savez-vous quel a été le tout premier job de Quentin ? Ouvreur dans un cinéma pornographique de Torrance, Californie, appelé le Pussycat Theater. Bon, je vous fais pas de traduction. Mais après cette expérience, disons, originale, Tarantino sera ensuite embauché à $4 de l'heure dans un vidéoclub de South Bay, Los Angeles, Video Archives, où il perfectionnera ses connaissances cinématographiques durant 5 ans. Et c'est d'ailleurs avec sa bande de Video Archives, notamment Craig Harman et Roger Avary, que Tarantino réalisera son tout premier film en 1987, My Best Friend's Birthday, tourné en 16 mm. Ces modestes payes lui permettent de financer la préparation et le tournage du film qui durera 3 ans, mais le projet fait un gros bide. Pour la petite anecdote, un incendie de laboratoire détruit 34 minutes du film alors que celui-ci durait à l'origine 70 minutes. À mon avis, il a eu du mal à s'en remettre. Mais il faut tout de même noter un après My Best Friend's Birthday puisque l'intrigue va servir de base au scénario de True Romance réalisé par Tony Scott en 1993. Et ça ne s'arrête pas là. Vous aurez par exemple remarqué que My Best Friend's Birthday met en scène Tarantino dans le rôle de Clarence, travaillant dans une station de radio appelée Kabylie. Jesus Christ! Do I get anything in my nose? Not right here. Okay, cool. Okay, ready? Yeah. It's K-Billy, and we're back on the air. Vous n'avez toujours pas fait le rapprochement ? Kabylie est une station de radio omniprésente dans Reservoir Dogs. As K-Billy's super sounds of the 70s weekend just keeps on trucking. You ever listen to K-Billy's super sounds of the 70s? Tout le monde le sait, Quentin Tarantino est mondialement reconnu pour ses qualités de metteur en scène et de scénariste. Mais saviez-vous que son inspiration première était la comédie ? Et oui, il quitte l'école à 16 ans et rejoint en 1981 la James Best Theatre Company de Toluca Lake, puis étudie pendant 5 ans à l'Actors Shelter d'Allen Garfield, avec qui il a la possibilité de diriger les scènes qu'il écrit. On peut un peu dire que c'est à partir de ce moment-là que commence vraiment sa carrière de cinéaste. Tarantino a d'ailleurs toujours conservé un lien étroit avec la comédie puisqu'il apparaîtra sous la forme de personnages secondaires dans la grande majorité de ses films. D'ailleurs, dans l'un de ses caméos les plus connus, à savoir Pulp Fiction, Tarantino joue le rôle de Jimmy, vivant à Toluca Lake. Exactement là où Quentin a pris ses premiers cours de comédie. Sympa comme clin d'œil, non ? Qu'est-ce que tu cherches? J'appelle un de mes potes à Toluca Lake. Où c'est, Toluca Lake? C'est là, derrière les hauteurs, vers Burbank, près des studios. Si Jimmy dort encore ou qu'il est pas chez lui, c'est vraiment la galère, parce que je connais personne d'autre dans le coin. Mais il apparaîtra aussi dans les œuvres de ses confrères tels que Robert Rodriguez dans Desperado. Et tiens, avant qu'on ferme le sujet, regardez cet extrait de The Golden Girls, une sitcom kitsch des années 80. Vous n'avez rien remarqué ? Et ouais, c'est bien Quentin à ses tout débuts, déguisé en sosie d'Elvis Presley que vous pouvez discerner. Ah, la fierté de tout cinéphile, sa collection de DVD ou Blu-ray, vous n'allez pas me contredire, hein. Eh bien, je peux vous dire que nos bibliothèques qui vomissent littéralement de films sont de la gnognotte à côté de la collection personnelle de Tarantino qui se compose exclusivement de pellicules 35 mm. Le cinéaste a démarré sa collection dès qu'il a commencé à gagner un peu d'argent et se compose d'œuvres en tout genre, films d'horreur italiens, américains, japonais, des années 70 à 80, films de motards, de gangsters, d'arts martiaux, films noirs, films de la blaxploitation, western spaghetti, screwball comedy, bref, il y avait du choix. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que lors d'un voyage à Austin, Texas, Quentin demande à Richard Linklater, dirigeant de l'Austin Film Society, de lui trouver une salle où projeter sa collection afin d'en faire profiter le public.
apparaît alors en 1997 le Quentin Tarantino Film Festival, se déroulant à l'Alamo Drafthouse Cinema Downtown jusqu'à sa fermeture en 2007. Pour vous donner une idée de l'événement, dites-vous qu'en 2000, la 4e édition du festival comptait une programmation de 41 films. Venons-en donc aux anecdotes planant autour des œuvres de Tarantino. Commençons par le commencement avec Reservoir Dogs de 1992, qui est le film ayant ouvert les portes d'Hollywood au cinéaste. On ne présente plus cette œuvre culte de gangsters entraînant Tim Roth, Harvey Keitel, Michael Madsen, Steve Buscemi, Chris Penn et Laurence Tierney dans un huis clos détonnant. Mais savez-vous que la mise en place du projet n'a tenu qu'à un fil ? Je m'explique. À l'époque, Tarantino n'avait pas un sou. Il écrit le scénario en 3 semaines et demie et le fait lire à un producteur venant de se lancer, Lawrence Bender. Bender, qui adore le scénario, l'emporte avec lui à Hollywood, et là, il se passe quelque chose de miraculeux. Le scénario tombe littéralement dans les mains d'Harvey Keitel par l'intermédiaire de l'une de ses amies qui s'avérera être l'ex-femme d'un acteur avec qui Lawrence Bender prenait des cours de comédie. Keitel tombe amoureux du scénario et se lance dans l'aventure. Il faut savoir qu'à l'époque, Tarantino et son producteur ne sont personne, tandis qu'Harvey Keitel impose le respect et la reconnaissance de ses confrères hollywoodiens. Sa présence dès les prémices de la mise en place du projet jouera un rôle crucial dans son financement. Il en a fait du chemin à ce scénario avant de devenir un film culte. On reste sur Reservoir Dogs, mais attardons-nous cette fois sur ses conditions de tournage. Tout le monde se rappelle du fameux hangar dans lequel se cachent les Dogs pour fuir la police après un braquage qui ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. Mais vous êtes-vous déjà demandé où ces scènes ont bien pu être tournées ? Eh bien, je vous le donne en mille, c'est une morgue abandonnée à Figueroa Street, dans un quartier du vieux Los Angeles. Plutôt glauque, hein ? Vous pouvez même remarquer la présence de liquide servant à l'embandement et de cercueils lors de certaines séquences. D'ailleurs, cette morgue était infestée de rats, un casse-tête en plus pour la décoratrice qui devait à la fin de chaque journée de tournage nettoyer la flaque de sang de Monsieur Orange afin que les rongeurs ne pullulent pas sur le plateau. Ah, Pulp Fiction, qui ne se souvient pas de ce film emblématique représentant à lui seul l'imaginaire tarantinesque. Eh bien, j'ai une petite anecdote pour vous. Saviez-vous que Quentin a écrit le scénario de Pulp Fiction en Europe et plus particulièrement à Amsterdam dans un petit studio sans fax et téléphone ? Et ça ne vous rappelle rien ? Vraiment ? Bon allez, j'éclaire votre lanterne. Souvenez-vous le personnage de Vincent Vega, joué par John Travolta. Il revient juste d'un voyage d'Amsterdam. If you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you. I mean, that's a right the cops in Amsterdam don't have. Oh man, I'm going. That's all there is to it. I'm fucking going. No, babe. All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like no paper cup. I'm talking about a glass of beer. En parlant de Vincent Vega, vous avez bien évidemment remarqué qu'il est en réalité le frère de Vic Vega dans Reservoir Dogs, non ? Allez, on continue sur notre lancée, mais cette fois, on va parler bolide. Vous reconnaissez cette Chevrolet Malibu rouge de 1964 ? Elle était conduite par Vincent Vega dans Pulp Fiction, et appartenait en réalité à Quentin Tarantino, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette voiture fut dérobée sur le tournage du film et ne sera retrouvée qu'en 2013 dans les environs de San Francisco, soit près de 19 ans plus tard. Le propriétaire de la voiture a été apparemment victime d'une escroquerie et ne savait pas que le véhicule avait été volé. Non mais imaginez juste la réaction de Tarantino quand la police lui a appris la réapparition de sa Chevrolet au bout de 20 ans. What's more chicken shit than fucking with a man's automobile? I mean, don't fuck with another man's vehicle. You don't do it. It's just against the rules. On enchaîne avec l'un de vos films de vengeance préférés, Kill Bill. Mais vous saviez que l'idée de ce film n'est pas seulement de Tarantino ? Recontextualisons un peu. Nous sommes à l'époque du tournage de Pulp Fiction, Tarantino boit un verre à Santa Monica avec son actrice principale, Uma Thurman, et en gros, Quentin explique à Uma que ce serait cool de faire un film de vengeance où elle interpréterait le rôle principal. Il commence à se dire que le film en question devrait même s'ouvrir sur un plan d'elle à terre et ensanglanté. Uma Thurman renchérit et trouve que ce serait encore plus cool si lors de ce plan, un travelling arrière dévoilerait la robe de mariée de la protagoniste. Bon, Quentin n'a pas gardé l'idée du travelling, mais en tout cas le concept de la mariée est resté, et voilà comment est née Béatrix Kiddo. En sachant cela, je vous invite maintenant à revisionner Pulp Fiction. Vous remarquerez que lors de la scène du diner, Mia Wallace raconte à Vincent Vega l'intrigue du pilote d'une série dans laquelle elle a joué. Écoutez plutôt. I heard you did a pilot. That was my 15 minutes. What was it? It was a show about a team of female secret agents called Fox Force 5. What? Fox Force 5. Fox as in we're a bunch of foxy chicks. Force as in we're a force to be reckoned with. And 5 as in there's 1, 2, 3, 4, 5 of us. There was a blonde one, Somerset O'Neill. She was a leader. The Japanese fox was a kung fu master. The black girl was a demolition expert. French fox's speciality was sex. What was your specialty? Knives. Ça ne vous fait pas penser à l'intrigue un peu simplifiée des Deadly Vipers Assassination Squad, ou les Vipères assassines en français ? Et les références aux futurs films de Tarantino ne s'arrêtent pas là. Souvenez-vous, lorsque Butch alias Bruce Willis cherche une arme pour sauver Marcellus Wallace encore séquestré dans la cave d'un magasin de musique, qu'est-ce qu'il trouve le petit Brucey ? Un sabre japonais, comme par hasard. Mais revenons au tournage de Kill Bill. Après le tournage de Jackie Brown et l'écriture d'Inglourious Basterds, Quentin commence donc à s'intéresser aux films d'arts martiaux asiatiques, à tel point qu'il en visionne au moins un par jour.
D'ailleurs, si voir un film ayant inspiré Tarantino pour Kill Bill vous intéresse, je vous conseille très fortement Lady Snowblood de Toshiya Fujita. Vous remarquerez la référence au personnage d'Orenishi. En parlant de référence, j'espère que vous aviez remarqué que le costume jaune de Béatrix Kiddo s'inspire de celui de Bruce Lee dans son dernier film avant son décès, Le Jeu de la mort de 1972. Mais revenons-en à nos moutons. Le projet entre ensuite en production, l'équipe technique est engagée, la Villa des Feuilles Bleues est construite au Beijing Film Studio, un studio de cinéma chinois fondé en 1949 sous le règne de Mao. Mais manque de chance, Uma Thurman tombe enceinte d'Ethan Hawke. La production propose à Tarantino de remplacer sa protagoniste par Gwyneth Paltrow ou Winona Ryder, mais le cinéaste est intraitable. Uma Thurman est pour lui ce que Marlène Dietrich était pour Josef von Sternberg. Il attend donc la fin de la grossesse de son actrice pour se mettre au travail. Et ça, c'est un cinéaste avec de vraies convictions. Restons encore un peu sur Kill Bill, tout le monde se souvient de la voiture de Uma Thurman dans ce film, le PC wagon. On retrouvera notamment la même inscription sur une voiture du film Boulevard de la Mort. C'est en réalité une référence à un film de Russ Meyer, réalisé en 1965, Faster PC4 Kill Kill. Si vous n'avez pas encore vu ce film et que vous êtes un fan incontestable de Tarantino, vous ne pouvez pas passer à côté. D'ailleurs, c'est Faster PC4 Kill Kill qui inspirera directement le réalisateur pour Death Proof, ou Boulevard de la Mort en français. Le pire, c'est que Tarantino a gardé le PC wagon, et il lui arrive de se promener avec de temps en temps. Il a même prêté le véhicule pour le tournage du clip Téléphone de Lady Gaga. Mais en parlant de Death Proof, savez-vous comment l'idée de ce road movie pulpeux est venue à Quentin ? Lors d'une conversation avec l'un de ses amis, le réalisateur explique qu'il veut s'acheter un véhicule sûr parce qu'il ne veut pas mourir dans un accident. Celui-ci pensait donc à s'acheter une Volvo. Son ami lui rétorqua qu'une équipe de cascadeurs ferait de n'importe quelle voiture un par-mort pour 10 000 ou 15 000 $. Par-mort se traduit en anglais par Death Proof. Ce mot est resté comme bloqué dans l'esprit de Quentin, ce qui donna naissance quelques années plus tard à l'œuvre culte que nous connaissons tous. Bon, j'étais obligée de faire un petit aparté autour d'Inglourious Basterds, œuvre mettant en scène un groupe de résistants dirigé par le lieutenant Aldo Raine alias Brad Pitt, en pleine Seconde Guerre mondiale. En faisant mes recherches, je suis tombée sur un fait plutôt intéressant qui m'a permis de découvrir une facette de Tarantino dont je n'avais pas franchement la connaissance. Savez-vous que Mélanie Laurent, interprétée en Chose Anna Dreyfus, une juive ayant fui à Paris, a réellement été projectionniste durant plusieurs semaines au cinéma New Beverly de Los Angeles pour préparer son rôle ? Mais le choix de ce cinéma n'est pas anodin, puisque Tarantino a commencé à le fréquenter dès les années 80. Lorsque le propriétaire décède en 2007, Quentin rachète les lieux, qui risquaient de fermer définitivement et de se transformer en salon de coiffure. D'ailleurs, il a récemment pris les rênes de la programmation, qui est bien évidemment exclusivement composée de 35 mm. Donc si par hasard certains d'entre vous passent par LA, n'hésitez pas, d'autant plus que ce serait apparemment le seul cinéma de la ville à proposer des doubles programmes pour la maudite somme de 8 $. Et pour rester un peu sur Inglourious Basterds, vous étiez au courant que Tarantino l'a projeté au musée de l'héritage juif de New York devant des rescapés et des enfants de survivants ? Et ouais, ça sert à ça aussi le cinéma. Participer au travail de mémoire historique collective. Bon les amis, vous vous doutez bien que je ne vais pas pouvoir passer en revue toutes les œuvres de nos cinéastes favoris. Ouais, c'est triste, je sais. Je vais donc terminer cette première chronique par Django Unchained, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop d'avoir zappé The Hateful Eight, qui est pour moi l'un des films les plus accomplis de Tarantino. Pour en savoir plus, checkez ma critique écrite sur ce film, que je vous laisse en description. Bref, revenons à Django Unchained. Lors de la scène du dîner, Leonardo DiCaprio, interprétant le rôle de Calvin Candy, un esclavagiste à la limite de la schizophrénie, s'est réellement coupé la main lors d'une improvisation où celui-ci tape violemment son poing contre un verre. Celui-ci garde alors son sang-froid et continue de jouer comme si de rien n'était. Je sais bien que cette anecdote est assez connue, mais bon, c'est plus fort que moi, des acteurs aussi passionnés et impliqués par le rôle sont juste le fantasme #1 des plus grands réalisateurs. J'étais juste obligée d'en parler. Ah, et un petit dernier pour la route. Saviez-vous que c'est en écrivant un livre sur l'un des fondateurs du western spaghetti et réalisateur du Django original, à savoir Sergio Corbucci, que Quentin Tarantino a eu l'idée de ce film ? D'ailleurs, Django n'est pas le seul film de Corbucci qui a inspiré Tarantino. Comptons aussi The Great Silence de 1968. On reste sur les inspirations, mais cette fois c'est vraiment la dernière anecdote. Je suis sûre que vous vous souvenez de la classe vestimentaire de Jamie Foxx dans cette scène. Eh bien, savez-vous que la costumière Sharon Davis s'est inspirée d'un tableau de Thomas Gainsborough nommé The Blue Boy pour habiller Django dans cette séquence ? Voilà. Je tiens encore une fois à préciser que je n'ai bien sûr pas pu vous parler de toutes les anecdotes que j'avais en stock, mais j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura tout de même plu. Et puis, comme cette chronique c'est un peu aussi la vôtre, n'hésitez surtout pas à me proposer des idées de films, séries, réalisateurs ou même genres cinématographiques que vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker notre page Facebook, de commenter et partager. Salut salut!